Je me demandais, au niveau financier, quand est-ce que vous vous êtes dit, je vais plonger, est-ce que vous aviez, puisque vous avez été employé avant, donc est-ce que vous vous êtes dit, je vais mettre de toute façon de l'argent de côté le plus tôt possible pour pouvoir faire ce livre, même à 80% ou à 3/5, ou pas du tout? Vous vous êtes dit, je fonce, j'ai pas beaucoup de charges, comment vous avez stratégiquement pensé? Comme je l'ai dit, en fait, il y a eu un moment où je voulais me lancer, donc j'avais cette possibilité de choix entre avoir une meilleure fonction, un meilleur salaire, ou bien passer en temps partiel. Et j'ai décidé de passer en temps partiel, non pas à 4/5, mais à 3/5, parce que effectivement j'avais mis l'argent de côté. Donc c'est ça que j'expliquais dans la partie gestion des risques, c'est-à-dire qu'il y a la partie, il y a le côté trop pessimiste, il y a le côté trop optimiste, il y a le côté réaliste qui impose quand même qu'il y ait une certaine gestion des risques. J'allais en revenir à les risques qu'on prend, et au départ maintenant, pour quelqu'un qui commence, c'est tombe directement sur en fait, disons un dossier pareil, et est-ce qu'il ne risque pas finalement faire avant même de commencer? Quand l'échec, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Ça veut dire que si on n'est pas prêt à passer par des échecs, il ne faut peut-être pas entreprendre non plus, parce qu'on va obligatoirement passer par là. Et l'idée, c'est de transformer justement cet échec en expérience. J'ai eu des dossiers, bon, voilà, ce que je considère par exemple comme échec, c'est un dossier qu'on traite, il est fini, et la personne disparaît, elle ne paye pas. Ça, c'est un échec. Mais quelque part, pourquoi est-ce que c'est un échec? C'est parce qu'on a mal traité le dossier dès le départ. On n'a pas, par exemple, on n'a pas fonctionné avec un système de provision, ou ainsi de suite. Donc c'est pour, par exemple, minimiser le risque de non-paiement. Donc c'est autant de choses qui arrivent et qui sont à prendre plutôt comme de l'expérience. Après, c'est vrai que ça peut être de l'expérience fatale, c'est-à-dire que si l'échec est vraiment énorme, il peut être difficile de pouvoir s'en relever. Mais moi, je pars du principe que l'entrepreneuriat, quand on se lance et quand on développe, c'est comme apprendre à marcher. C'est-à-dire que, enfin, je ne sais pas pour vous, moi je ne m'en souviens pas, mais bon, de ce qu'on m'a dit, j'ai pas marché du premier coup. C'est-à-dire que je suis tombé, je me suis relevé, et puis j'ai réessayé, tombé, me relever, maintenant je sais courir. Donc c'est plutôt de se dire que l'entrepreneuriat c'est pareil, il faut apprendre de ses échecs pour justement ne plus tomber, ne plus faire les mêmes erreurs. Et c'est comme ça que j'ai développé aussi l'activité. C'est un facteur important dans l'entrepreneuriat. Mais les études sont diverses. Donc, monsieur, par exemple, vous avez fait des études d'ingénieur, je pense, génie électrique. C'est ça. Et vous avez fait une formation complémentaire pour pouvoir entrer dans l'entrepreneuriat. Donc, ce que je voudrais savoir ce soir, c'est quel genre de formation peuvent aider dans ce domaine, parce que on ne peut pas se lever d'une quelconque formation et entreprendre n'importe comment. Il faut quand même avoir quelques bases, je pense, de business, même si dans la tête on a plein d'idées. Je voudrais bien savoir c'est quoi le parcours et combien de temps ça prend et qu'est-ce qu'on apprend dans ces formations complémentaires. Alors, en l'occurrence, il y a son exemple où il s'est lancé un petit peu tout seul sans avoir fait le nombre d'années d'études que moi j'ai pu par exemple faire, moi qui ne suis pas entrepreneur, entre autres. Mais je pense que ce que les études apportent, c'est peut-être une méthode, et donc des réflexes, des questions à se poser avant de se lancer, avant de prendre une décision. Ça apporte peut-être des outils d'aide à la décision, que certains ont par le sens commun, parce que pour eux ça tombe du sens, et pour d'autres, on a besoin
d'apprendre quelles sont les questions qu'on a à se poser au moment de se lancer dans un projet. En fait, ce que je voulais te dire, c'est que tous les trois, vous avez quand même touché dans l'aspect finance, du travail, finance ou quelque chose du genre, gestion de projet par exemple, ou économie ou quelque chose du genre. Quelles études permettent de compléter, ou même si on n'a pas fait d'études, qu'est-ce qui nous permet de compléter ça? En général, si c'est ton affaire, ton business, tu essaies de t'intéresser pour ne pas laisser toutes les clés de ton coffre-fort à la personne compétente que tu as engagée. Donc ça s'apprend soit par des formations spécifiques, ce qui n'a pas été mon cas, soit par la pratique, l'expérience, ce qui est mon cas. Juste pour compléter un petit peu, de savoir, c'est totalement vrai. Si on n'a pas les compétences, en général, on essaie d'être entouré ou on essaie d'apprendre par des gens qui, eux, ont les capacités. Je donne un exemple au niveau de notre clientèle. Beaucoup de gens n'ont pas forcément fait des études, mais arrivent et ne connaissent pas tous les rouages, par exemple, de la comptabilité. Donc, nous, en tant que comptable, on doit leur expliquer comment est tenue la comptabilité, quelles sont les exigences, et ainsi de suite. Même si, pour pouvoir se lancer, il faut un certain étude de gestion de connaissances, de gestion de base, ou un truc comme ça. Un papier qui est délivré pour dire que oui, vous connaissez, et on se rend compte qu'en fait, la moitié ne connaît rien du tout. Donc, ici, il y a quand même pas mal de choses à devoir montrer donc, au client, et le client en fait apprend sur le tas, apprend par expérience, et au fur et à mesure il comprend en fait l'importance des factures, l'importance de tous les documents comptables, les différentes échéances et quel est notre travail. Donc voilà, dans les grandes lignes, il y a pas mal en fait des choses qui s'apprennent sur le tas et qui s'apprennent par expérience. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose dessus, je suis contre les systèmes qui empêchent les gens de créer. Je pense que quand on crée, on est un peu fou. Et si je prends le cas de la Belgique, voilà, ma soeur entreprend en Belgique, il a fallu qu'elle montre patte blanche au niveau des diplômes et autres pour qu'on lui donne l'opportunité de démarrer une activité. Je trouve que c'est stupide. Parce que quand on est un entrepreneur, on est un peu fou. On a une idée, on veut la déployer. Et comment déployer une idée si on vous dit dans tel lieu, tu ne peux pas déployer ton idée si tu n'as pas tel papier que tu as acquis à l'école. Dans mon cas particulier, quasi 75% des patrons que j'ai eus, le dernier patron que j'ai eu, c'était la 100e fortune de France, qui était mon patron direct. Et ce fut un vendeur d'aspirateurs. Franchement, c'est un mec qui prenait sa mallette et qui a démarré son activité ainsi. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer plusieurs mecs fous comme cela. Maintenant, je pense que quand on est dans tout ce qui est technique, au Cameroun, on avait l'opportunité de rencontrer un mec qui a fréquenté en Russie, qui a démarré, qui a lancé une entreprise qui s'appelle Tanti. Peut-être vous connaissez, peut-être vous ne connaissez pas. Très belle boîte camerounaise. Il a fait ses études en Russie. Et puis, le jour où il va en vacances au Cameroun, simplement, il a envie de manger de la bouillie. Et il se trouve que il ne pouvait pas acheter la bouillie dans les conditions qui tenaient la route. Et il s'est dit, moi, je vais créer un produit qui va permettre aux Camerounais de pouvoir accéder à ce produit dans des conditions acceptables. Ce ne fut pas l'aspect financier, pour revenir à votre préoccupation, ce ne fut pas l'aspect financier qui était sa préoccupation première, c'était de combler un besoin. Et en comblant dans ce besoin, il a créé une entreprise, et comme il le disait tantôt, naturellement on a besoin d'un comptable, on a besoin d'un responsable de ressources humaines, on a besoin, enfin, à un certain niveau, on a besoin d'un responsable marketing, si soi-même on n'a pas une idée marketing de ce qu'on a envie de faire. Les études sont, je pense, sont importantes. Personnellement, j'ai milité contre le master au Cameroun. Ça, c'est moi. Personnellement. Parce que je trouve que c'est trop de littérature pour rien. J'estime que quand on a un bac, plus 2, quand on a un bac, on rentre
en stage dans une entreprise, on vit l'entreprise déjà au quotidien, on peut avoir la capacité naturellement d'entreprendre parce qu'on est capable de vivre et de voir au quotidien, et puis par la suite on est capable de compléter ses études selon soit on est comptable, soit on est médecin, soit on est très très technique dans ce qu'on fait. Donc je pense que l'entrepreneuriat c'est d'abord la folie qu'on vit en soi. Ça va peut-être vous faire rire, peut-être pas. Mais je suis sûr que quand vous êtes arrivé en Europe, ça a été compliqué. Je ne suis pas sûr si vous mangez du fromage au Cameroun avant. Je ne suis pas sûr si on vous a pas dit. Moi, on m'a dit, écoute, tu n'articules pas. On ne comprend pas, on n'entend pas ce que c'est. Les obstacles, il y en a. Voilà. Maintenant, moi dans mon cas, les obstacles sont une opportunité géniale. Donc pour moi, il n'y a pas d'obstacle. Je suis un fou, peut-être, je suis peut-être pas le bon exemple, mais les obstacles sont une formidable opportunité d'apprendre. Formidable. Et au Cameroun, j'ai eu une opportunité création d'entreprise, honnêtement, c'est rien de compliqué. Voilà. Je veux dire, il y a des statuts qui sont rédigés, corrigés, voilà, vous les faites enregistrer par un notaire, vous payez ce que vous avez à payer, vous rendez à la banque des entreprises. Enfin, je veux dire, c'est rien de spécial. Voilà. Naturellement, les documents que vous déposez à la sous-préfecture, le gars va vous dire, ou la dame va vous dire, mais il n'y a pas le carburant du sous-préfet. Bon. Bon. Et soit vous faites, soit vous faites. Donc, je pense en Afrique, le vrai problème, le nerf de la guerre, c'est pas l'argent, c'est le capital humain. J'insisterai beaucoup sur le risque culturel, c'est-à-dire quelque chose qui est nouveau. Vous avez dit il y a un instant, je devrais convaincre aux Camerounais riches, moins riches, de l'Est, de l'Ouest et du Centre, quelque chose qu'ils gagnent, qu'ils peuvent payer 3 € francs CFA, et ils doivent payer, s'asseoir, être dans un restaurant. Comment vous avez pu surmonter cet obstacle? Parce que moi, je vois un obstacle. Ce n'était pas un obstacle. Ah non, ce n'était pas un obstacle. Rassurez-vous, je le dis comme je le dis et ça fait rire les gens. Vous êtes de quel pays, si je peux me permettre? République de Djibouti. Djibouti. Vous avez les pousseurs chez vous, les pousse-pousse là, les mecs qui poussent là, qui vont au marché. Quand on va au marché, il y a un mec qui transporte, qui vous accompagne. Bon, moi je le dis, au Cameroun, on les appelle les pousseurs. Je dis, le pousseur, au courant de la journée, il bosse dur. Il est tout sale et autres, mais quand il rentre le soir chez lui, il mange dans une assiette propre. Il dort dans un lit propre. Et cette qualité de vie-là, tout le monde aspire à cela. Tout le monde. Et de façon mécanique, quand il s'agit de se faire plaisir, tout le monde, dans mon cas d'espèce concernant mon business, tout le monde aspire à quelque chose de mieux. Et psychologiquement parlant, tout le monde est prêt à payer un peu plus pour avoir cette qualité, soit de service ou de vie. Donc, du moment où, dans le cas d'espèce, je peux aller taper très très haut, taper en deçà vraiment de ce qui se fait de façon courante, on aurait pu être plus cher que même les meilleurs, mais on a fait un choix. Donc c'était plus une opportunité qu'autre chose. Donc ce fut très très intéressant. Je dis toujours, même si notre projet doit s'arrêter aujourd'hui, j'ai vu des choses impressionnantes. Donc au même endroit où vous avez un ministre qui vient, il s'assoit avec son chapeau, il se cache, il mange son demi-haricot,
il se lève, il part, c'est une famille, voilà, pas très nantis, qui arrive avec des enfants, qui sont capables de manger à la même place. Et parti une fois, c'est un couple de jeunes qui, encore il y a quelques mois ou quelques années, ne pouvaient pas se donner le premier rendez-vous pour manger un beignet haricot, mais on va payer simplement un peu plus, parce que le cadre, voilà, il s'y prête, il est propre, on vous accueille, on vous dit bonjour, on vous dit qu'est-ce que vous voulez, merci d'être venu. C'est des choses simples et tout le monde a besoin de ça, tout le monde a envie de ça. Et dans mon cas, j'étais convaincu de cela parce que je venais d'un pays où le service est culturel, la Suisse. Où le service est dans les gènes. Dit bonjour, c'est normal. Dit s'il vous plaît, c'est normal. Le client, il est roi dans la limite de ce que l'entreprise peut apporter au client. Et c'était l'idée que je me suis faite en allant au Cameroun, c'était de dire, les gens ont la frustration quand ils vont dans un ministère, on les regarde même pas. Quand ils disent bonjour, c'est comme si ils tombent de nuit. On ne sait plus dire s'il vous plaît, on ne sait plus dire excusez-moi. Ce sont ces petites choses que mes collaborateurs et moi-même nous apportons à notre clientèle tous les jours. Et s'il faille payer 100 francs, 200 francs ou 500 francs en plus pour avoir un moment de qualité, je pense que tout le monde est prêt à le faire. Merci beaucoup.